Salut tout le monde. Et si je vous disais aujourd'hui que le Concorde a failli avoir un moteur à propulsion nucléaire? Non, je vous assure que c'est pas une blague. Mais qu'il a aussi failli être dépassé par la concurrence américaine et que malgré tout, le supersonique civil est peut-être sur le point de revenir sur le devant de la scène dans un avenir proche. Vous ne me croyez pas? Démonstration. Bon, avant de commencer, je voudrais faire un petit aparté, puisque la chaîne vient de passer les 1000 abonnés. Alors que vous veniez de mon autre chaîne, Aéroto, qui parle de voitures, ou que vous m'ayez découvert grâce à l'algo YouTube, je vous dois 1000 merci. Et si vous débarquez ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'ici, je vous assure que je vous parle de ce dont les autres chaînes ne parlent jamais. Alors faites-vous plaisir, c'est moi qui régale. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du Concorde. Mais on ne va pas refaire l'histoire du Concorde, ça a déjà été fait des dizaines de fois sur plein de chaînes, ni même celle du TU-144, le fameux Concorde ski russe. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui aurait pu être l'histoire du supersonique civil, de ce qui s'est passé avant le Concorde, de comment on en est arrivé à ce superbe appareil, des concurrents malheureux, des projets abandonnés, mais aussi de ce qui se prépare pour l'avenir. Parce que le Concorde n'est pas né Concorde, il est le fruit d'un long travail qui a commencé de part et d'autre de la Manche dès les années 50. Jusqu'au milieu des années 40, le mur du son était considéré comme infranchissable, une sorte de barrière invisible sur laquelle se heurtait violemment quiconque tentait de la franchir. Pourtant, quand Chuck Yeager parvient à dépasser Mach 1 le 14 octobre 1947 aux commandes de son Bell X-1, on comprend vite que finalement la seule chose qui empêchait ces avions d'aller encore plus vite, ça n'avait rien de mystérieux du tout, que ce n'était qu'une simple limitation technique. Et très rapidement, le progrès dans le domaine vont permettre de passer Mach 2, puis Mach 3, et la capacité de vol supersonique va devenir un incontournable de l'aviation militaire, permettant aux appareils d'être de meilleurs intercepteurs, de donner plus d'allonge à leurs missiles, d'échapper plus facilement à leurs adversaires ou encore de survoler des zones dangereuses le plus vite possible sans être inquiété par la chasse adverse. Bref, c'est tout bénef, surtout quand on n'a pas à se soucier de la conso en carburant ou du prix que ça coûte. Mais forcément, comme d'habitude, si l'aviation de chasse a été précurseur en la matière, l'aviation civile va vite s'intéresser à la capacité de vol supersonique. Et oui, sur le papier, ça paraît avantageux. Faire des avions plus rapides, c'est raccourcir le temps de trajet, donc de permettre de faire plus de rotation avec un même avion sur une période donnée. Mais si ça peut paraître avantageux dit comme ça, il va d'abord falloir relever de nombreux défis. Trouver des matériaux de structure capables de résister aux échauffements et aux contraintes, tout en restant légers, développer des moteurs capables de maintenir un régime supersonique pendant des heures, limiter les nuisances sonores et surtout offrir un excellent niveau de confort pour les passagers tout en restant rentable économiquement. Alors les idées vont commencer à jaillir de partout. Enfin quand je vous dis de partout, je veux dire de France, d'Angleterre, de Russie et des États-Unis, les 4 seules grandes puissances ayant une industrie aéronautique assez forte pour se lancer dans un tel projet. L'idée de développer un avion de ligne supersonique a émergé en Grande-Bretagne au milieu des années 50 et a pris une tournure plus concrète et sérieuse en novembre 1956 avec la création d'un comité pour le pilotage, le STAC, pour Supersonic Transport Aircraft Committee. Ce comité réunissait des représentants des principaux constructeurs aéronautiques et moteurs britanniques, d'autres spécialistes des moteurs et des cellules, ainsi que des représentants de 2 ministères et des 2 plus grandes compagnies aériennes britanniques. Et là, ça va fuser de partout. La société Armstrong Whitworth va proposer un premier proto avec une aile en M, le R261. Cet appareil devait pouvoir transporter 106 passagers sur un trajet de 2800 km à une vitesse de croisière de Mach 1.2. On estimait que la configuration en M avec ses coudes au milieu de la voilure pouvait réduire la traînée due aux ondes de fuite d'environ 75%, et la propulsion devait être assurée par 4 moteurs de 8 tonnes de poussée chacun. Vickers reprendra à peu près la même configuration en M avec son projet M-Wing X et ses 4 moteurs regroupés dans la queue de l'appareil. On se croirait presque dans Star Wars. De son côté, Avro va proposer le modèle 735 Super Speed Train. C'était une version civile de 100 places dérivée du projet Avro 730, un bombardier de reconnaissance supersonique à haute altitude. Il devait être doté de petits plans canards entièrement mobiles avec volets et gouverne de profondeur de bord de fuite et de 8 turboréacteurs par groupe de 4 dans chaque nacelle sous les ailes. La vitesse de croisière devait être de Mach 1.8 entre 12 et 15 km d'altitude pour une autonomie de 2800 km. Bien sûr, on aura aussi droit à une étude d'appareil à géométrie variable avec le Vickers 586.
Le projet affirmait que pour un avion de transport civil, un appareil à géométrie variable serait aussi performant, voire plus performant que les meilleures configurations à aile fixe. La géométrie variable présentait également des avantages considérables en termes de performance au décollage et à l'atterrissage, avec des gains importants à basse vitesse grâce à une portance maximale, des vitesses d'approche réduites et un nombre de Mach élevé à haute altitude. Mais c'est avec le projet PD-22 de Short Brothers qu'on va commencer à se rapprocher un peu de ce que deviendra Concorde. Présenté en avril 1957, cet appareil moyen courrier, majoritairement en aluminium, est destiné à transporter 104 passagers à Mach 1.3 grâce à une aile en flèche à 60 degrés, un fuselage à géométrie optimisée et 4 moteurs Olympus 531 placés à l'arrière. Mais à la fin des années 50, devant la profusion de projets venant de tout un tas de constructeurs, il était temps de mettre un petit peu d'ordre dans tout ce bazar. Tout d'abord, en mars 1959, le STAC a recommandé que les travaux de conception détaillée se concentrent sur 2 avions de transport supersoniques de première génération, un projet long courrier destiné à transporter 150 passagers sans escale entre Londres et New York, à environ Mach 2, et un autre avion de 100 places à plus courte portée de 2500 km environ, destiné à voyager sur les routes européennes à Mach 1.2. Ensuite, le gouvernement a fusionné la plupart des constructeurs aéronautiques britanniques en 2 entités principales. La British Aircraft Corporation, la BAC, qui regroupait notamment Bristol, English Electric et Vickers, et ensuite Hawker Siddeley Aviation, qui a absorbé un certain nombre d'entreprises comme Armstrong Whitworth, de Havilland ou encore Hawker. Bref, suite à cette refonte, le concept d'avion supersonique moyen courrier va vite être abandonné du fait du peu d'avantages qu'il représentait par rapport à un liner classique. Mais concernant le long courrier, 2 projets vont sortir du lot. Le premier sera proposé par Hawker Siddeley avec le type 1000. Cet appareil au faux air de SR-71 proposait une aile dite intégrée prévue pour voler à Mach 2.2 voire même 2.7 grâce à 6 moteurs presque intégrés sous les ailes pour une meilleure aérodynamique. Avec 23 mètres d'envergure et 54 mètres de long, il était capable d'emporter 100 passagers, soit un tiers de moins que les recommandations demandées par le STAC. Mais celui qui sera vraiment précurseur du Concorde sortira des bureaux de BAC Bristol avec le nouveau modèle 198 qui connaîtra plusieurs évolutions, tel le Pokémon moyen qui évoluera vers sa forme parfaite. Le Bristol 198 apparaîtra tout d'abord avec une caractéristique qu'il gardera jusqu'au bout, une aile delta, mais une aile en position haute avec des plans canards sous le nez de l'avion et 6 réacteurs en nacelle sous la dérive. Il évoluera rapidement vers une version plus épurée abandonnant les plans canards, et dans la version suivante, les moteurs regroupés à l'emplanture de la dérive vont migrer sous les ailes par groupe de 3 sous chaque aile. Mais en septembre 1961, certains estimaient que le BAC 198, dans sa dernière version, était devenu beaucoup trop imposant et qu'une version réduite serait plus judicieuse. Par conséquent, BAC proposa un tout nouveau projet, le type 223, conçu indépendamment et servant de base à une cellule commune pour les opérations à moyen et long courrier. De conception générale, le 223 était similaire au type 198, mais il devait être propulsé par seulement 4 moteurs Olympus 593 pour ses vols transatlantiques, à une vitesse de croisière d'environ Mach 2.2 sur une distance de 4500 km. Là encore, le nez était conçu pour s'abaisser en vol à basse vitesse, la structure était en aluminium et les moteurs étaient installés sous les ailes et alimentés par des entrées d'air séparées. Avec sa vitesse de croisière de Mach 2 et sa capacité d'accueil de 100 passagers, ce projet représentait de nombreuses similitudes avec le Concorde qui en résultera, et c'est ce nouveau projet qui, aux côtés de la proposition française de Sud Aviation, la Super Caravelle, allait devenir la contribution britannique au Concorde. Parce que oui, si de leur côté les Anglais voulaient à tout prix leur transport supersonique, les Français n'étaient pas restés là à se tourner les pouces. Depuis 1955, la Caravelle, premier avion de ligne à réaction français, commençait à se faire une place sur le marché mondial. Et fort de ce succès, la société Sud Aviation va décider d'étudier une nouvelle version de son appareil, la Super Caravelle, en collaboration avec Dassault Aviation. En effet, il aurait été dommage de se passer de l'expérience de Dassault en matière de vol supersonique, surtout quand on connaît les performances du Mirage 4 qui avait fait ses premiers vols en 1959. Dassault présentera d'ailleurs sa propre version de la Super Caravelle, une sorte de gros Mirage 4 capable d'emporter environ 70 passagers. L'appareil forcément était muni d'une grande aile delta et de 2 dérives directement inspirées de celles du Mirage 4, mais avec des plans canards à l'avant pour équilibrer l'appareil en vol. Et pour propulser tout ça, il ne faudra pas moins de 4 réacteurs ATAR 9K50 alimentés en air grâce à des prises d'air latérales semi-circulaires. Bon, leur projet restera sans suite, mais ça donne déjà une idée de l'implication de Dassault dans le projet. De son côté, Sud Aviation va être plus pragmatique
et proposait un appareil un petit peu plus petit que tous ceux que les Anglais avaient étudiés, mais qui en reprenait quand même les mêmes ingrédients. La Super Caravelle devait pouvoir transporter au moins 70 passagers à Mach 2 sur 3000 km, permettant de desservir toute l'Europe et le nord de l'Afrique. Si son design général ressemblait beaucoup au Bristol 223, l'appareil avait cependant un nez fixe et son aile delta semblait beaucoup plus fluide et aérodynamique que celle de son concurrent britannique. Présentée au 24e Salon de l'aéronautique du Bourget de 1961, la Super Caravelle va faire sensation en promettant de voler dès 1967. Pourtant, ce que beaucoup de gens ne vont pas relever et qui ne marquera pas l'histoire, c'est ce qui se cache au milieu d'une brochure promotionnelle. En effet, une des brochures distribuées lors de cette expo montrera une version bien différente de cette Super Caravelle, une version à propulsion nucléaire. Bien qu'elle conserve ses deux réacteurs en nacelle au niveau de la queue, ses plans canards et son aile en diamant lui donnent un air beaucoup plus futuriste. Mais surtout, cette version est censée s'affranchir du problème d'autonomie dû à l'utilisation de kérosène en assurant la dilatation des gaz de propulsion, non pas en les brûlant avec du kéro, mais bien en les réchauffant à plus de 1000 degrés avec une pile nucléaire. Bon, vous l'imaginez bien sûr, ça a posé de trop nombreux problèmes à résoudre pour que cela devienne réalité. D'abord, parce que le réacteur et tout ce que cela imposait de protection en plomb aurait pesé pas moins de 50 tonnes à lui seul. Il fallait aussi résoudre le problème de refroidissement de la pile nucléaire au sol, trouver un moyen de lancer les moteurs sans danger sur le tarmac et être capable de moduler la puissance en vol aussi facilement qu'avec une simple injection de carburant dans des chambres de combustion. Enfin, même si on avait trouvé une solution à tous ces problèmes, un tel réacteur, qu'il soit en circuit ouvert ou semi-ouvert, rejetterait de toute façon trop d'air radioactif dans l'atmosphère. Bref, le Concorde nucléaire ne restera qu'une pure utopie tandis que la Super Caravelle, elle, va faire son chemin de son côté. La suite de l'histoire, eh bien tout le monde la connaît. Devant les coûts de développement faramineux de leurs appareils, Anglais et Français vont décider de s'allier pour s'imposer devant la toute-puissance américaine. Le traité de coopération, dont les discussions durent environ un an, est signé le 29 novembre 1962 par Geoffrey de Courcelles, ambassadeur de France au Royaume-Uni, et Julian Emery, ministre britannique de l'aviation. Le supersonique qui prendra naissance à la suite de cette signature s'appellera Concorde, sur proposition du président Charles de Gaulle, en signe d'amitié entre les deux nations. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains qui ont été pris de vitesse ne comptent pas rester sur le banc de touche et préparent déjà leur réponse. En plus grand, forcément. C'est des Américains quand même. Et ça, eh bien je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors pour ne pas la rater, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Et en attendant, eh bien si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait plaisir, le boost si vous regardez ça sur téléphone ou sur tablette, et on se retrouve ici très bientôt avec la suite de cette aventure aérienne. Allez, tchuss!